d'entre vous. Bienvenue sur ce webinar que nous avons la joie d'avoir aujourd'hui avec quelqu'un qui est, je trouve, exceptionnel, qu'on a la chance d'avoir le philosophe français Fabrice Midal. Je reparlerai de Fabrice dans un instant. Donc, nous sommes très heureux de pouvoir accueillir Fabrice parmi nous. Nous le remercions de tout cœur de prendre du temps pour partager ce moment avec nous. Euh, Nous allons, par rapport à ce webinaire, aborder trois thèmes spécifiques. Nous allons parler de pourquoi la philosophie, et particulièrement en temps de crise comme aujourd'hui. Nous aborderons ensuite la méditation et qu'est-ce que la méditation et comment intégrer des pratiques de méditation dans notre vie quotidienne. Et ensuite, nous parlerons pendant une période de confinement comme aujourd'hui, est-ce que ça peut être également, et Fabrice nous y répondra, une période pour une certaine introspection, de réflexion, et également si on peut en profiter pour réfléchir à des sujets que Fabrice notamment avait, je trouve, abordé de façon extrêmement intéressante, éloquente et percutante dans son livre Foutez-vous la paix, que je vous recommande, qui est, je trouve, un livre absolument nécessaire. Donc voilà, donc Fabrice Midal que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui. Fabrice est un docteur en philosophie et un de nos philosophes français. Il a travaillé avec de nombreux penseurs scientifiques, tels que Francisco Varela, François Fédy, François Roustan. Il est éditeur chez Belfond et Pocket et il a contribué d'ailleurs à faire connaître en France des grands maîtres américains de la psychologie positive, ainsi que des auteurs du développant une vision authentique vraiment de la méditation. Fabrice est aussi le fondateur de l'école occidentale de méditation et l'un des principaux enseignants de la méditation en France. Et je vous recommande deux, parce qu'il a écrit un certain nombre de livres, mais je vous recommande deux de ses livres qui sont des best-sellers. Le premier, c'est Foutez-vous la paix et commencez à vivre, qui est tout à fait life-changing, comme nous disons en anglais de notre côté de l'Atlantique, et également Sauvez votre peau. Voilà, donc Fabrice, vraiment tous nos plus chaleureux remerciements pour être avec nous ce soir. Je t'en remercie infiniment. Également, avant de commencer, nous avons un chat, donc n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions. Thierry Rignol, qui est là avec moi, qui fait partie de notre équipe, on structurera également toutes ces questions pour bien les poser à Fabrice et que Fabrice puisse répondre au maximum des questions que vous aurez à lui soumettre et qu'on garde également une discussion et une interaction entre Fabrice et chacune et chacun d'entre vous. Donc voilà, donc Fabrice, bienvenue, merci à toi du fond du cœur d'être parmi nous. Nous sommes très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et donc peut-être pour commencer ce moment entre nous, c'est de te poser une question. Pourquoi la philosophie, Fabrice? Et ensuite, pourquoi la philosophie en temps de crise comme aujourd'hui? Ben, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Peut-être juste avant de commencer, puisque je parle à des Français qui vivent aux États-Unis, mon livre Foutez-vous la paix a été traduit en anglais, en américain et en australien. Et le titre est différent selon les trois pays. Et je trouve ça assez rigolo. En anglais, c'est The French Art of Letting Go. En américain, The French Art of Not Giving a Shit. Et en australien, The French Art of Not Giving a Fuck. Je ne sais pas si ça en dit plus sur les trois pays, mais je trouve que c'est une anecdote amusante. Pourquoi la philosophie? Il y a plein d'approches de la philosophie, mais disons celle qui m'importe, celle que j'ai par exemple développée l'été dernier sur France Culture, puisque j'avais fait une série d'émissions quotidiennes, 3 minutes de philosophie pour redevenir humain. C'est peut-être pour comprendre ce qui m'intéresse dans la philosophie, revenons à Socrate, qui est le fondateur disons, de la philosophie occidentale. Socrate est quelqu'un qui va sur la place publique, qui parle à absolument tout le monde, aux hommes politiques, aux gens simples, et il leur parle directement.
Et je crois qu'il y a là quelque chose d'essentiel à la philosophie. Nous identifions aujourd'hui la philosophie à un savoir technique, difficile, qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais bien sûr, il y a des difficultés de lire certains textes de philosophie, mais le cœur de la philosophie, c'est une manière d'être interrogé dans la profondeur directe de son existence. Socrate parle aux gens directement, il les met en cause, il les met en question. Lui-même, vous savez sans doute, disait « je sais que je ne sais rien ». Donc il n'était pas là comme celui qui sait et qui vient déverser un savoir. Et du reste, une des choses centrales pour la philosophie, c'est l'idée que le savoir n'est pas un contenu qu'un récipient verse dans un autre contenu. Donc, il y aurait le sachant, puis celui qui ne sait pas, puis on lui verse du contenu. Ça, c'est, Platon dit tout le temps, ce n'est pas ça le vrai rapport au savoir. Le vrai rapport au savoir, c'est que vous êtes mis en mouvement et transformé par ce que vous apprenez. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la philosophie a un sens d'autant plus poignant qu'elle nous questionne sur notre existence, qu'elle nous met en mouvement. Et dans la situation actuelle de crise majeure que nous sommes en train de vivre, on est, euh, on est plein d'informations, de choses qui sont à l'extérieur de nous, qu'on doit essayer d'apprendre, d'essayer de comprendre, d'essayer de savoir ce qu'on doit faire. Et peut-être que c'est dans cette situation de confinement que c'est éclairé pour moi, au fond, pourquoi je faisais tant de philosophie depuis que j'ai 20 ans. Parce qu'au fond, enfin, dans la philosophie, ce dont il est question me parle à moi, en tant que ce que je suis là, maintenant. Donc la philosophie, ça vous parle à chacun d'entre vous, dans ce que vous êtes maintenant. Et je crois que c'est ça qui est absolument central. On a pensé notre rencontre. Je vais parler un petit peu des trois sujets et après, vous aurez l'occasion, après chaque sujet, de poser des questions. Donc, je ne veux pas être trop long. Mais c'est intéressant de voir que au XXe siècle, Michel Foucault s'est intéressé à la fin de sa vie à ce qu'il appelle le souci de soi. Et il oppose une philosophie qui aurait perdu son sens originaire et ce qu'il appelle une philosophie comme, alors il emploie ce mot qui est un peu surprenant, comme spiritualité. Et il dit, il y a donc c'est juste une sorte de savoir, un peu à distance, mais que le vrai sens du savoir, c'est un savoir qui nous interroge dans notre existence, qui nous pose des questions sur la question de la liberté, de notre liberté, et qui est une manière de se défaire de toutes les illusions qui nous empêchent d'être. Et je trouve que c'est intéressant de voir que Foucault essaye de revenir comme ça à ce souffle originaire qu'on voyait chez Socrate, et que c'est ça la philosophie, c'est s'interroger, c'est se poser des questions sur ce qui nous concerne, et pas quelque chose d'abstrait qu'il faut apprendre. Et je crois qu'on perçoit ce qu'est la philosophie quand c'est clair que c'est la parole la plus concrète. Quand on réalise que ce qu'on entend le plus souvent à la radio ou à la télévision, c'est en réalité assez abstrait par rapport à la philosophie. On a l'impression qu'on comprend plus facilement, mais en réalité, c'est très abstrait. C'est très difficile d'avoir un lien avec ce qui est dit. Et la philosophie, c'est essayer que les choses nous parlent. Par exemple, prenons juste une question. Qu'est-ce que c'est qu'être libre aujourd'hui? On pourrait croire qu'on n'est plus libre du tout aujourd'hui. On est dans une crise, on est pris dans le confinement. Et c'est intéressant, par exemple, de penser à Jean-Paul Sartre, qui est un des grands penseurs de la liberté et qui montre que nous sommes libres, pas parce qu'on a plein de choix, mais parce qu'on ne peut pas faire autrement qu'être plongé dans le réel. Et plongé dans le réel, on doit prendre une décision. On est engagé dans le réel. Et donc, nous sommes de toute façon libres. Lui-même disait, on n'a jamais été aussi libre que pendant l'occupation, qui est une formule paradoxale, mais qui montre qu'on identifie la liberté à faire ce qu'on veut. Mais non, comment on est libre, nous? Comment on est libre dans une situation où on a l'impression de ne l'être pas? Et Sartre insiste sur le fait qu'on ne peut pas faire autre chose autrement qu'assumer le choix. On est jeté dans la liberté, on est jeté dans le monde. Donc de toute manière, on n'a pas
on a à assumer ça. Et la question, c'est pas est-ce qu'on est libre ou pas, c'est est-ce qu'on est de bonne foi ou de mauvaise foi. Euh, et ça, c'est la question. Et Sartre dit, en disant qu'on n'est pas libre, on est de mauvaise foi. On se défausse de la responsabilité que nous avons. Donc, je prends juste cet exemple-là pour essayer de montrer comment la philosophie, vous voyez, comment on est libre, nous, aujourd'hui. Ce n'est pas un truc qu'on a à apprendre, c'est comment on peut être mis en mouvement, sortir de ce qu'on croit pour toucher quelque chose qui est plus vrai pour soi. Donc, en fait, Fabrice, par rapport à ça, si quelquefois on veut, ou on pourrait avoir la perception de la philosophie comme quelque chose de plus d'intellectuel, de réservé peut-être à une élite ou à des élites, ce que je crois comprendre de ce que tu dis, c'est qu'en fait, la philosophie doit faire partie de notre vie quotidienne, dans notre chemin personnel d'évolution et de progression. Alors après, je ne dis pas qu'elle doit, parce que chacun peut faire ce qu'il veut, mais je crois que la philosophie, c'est plus simple qu'on ne le croit. Alors, il y a évidemment plusieurs approches de philosophie. Il y a un rapport à la philosophie qui est pour les spécialistes, que peut faire certains professeurs à l'université qui font de la recherche sur des trucs très techniques, mais peut-être qui trahissent le sens profond de la philosophie. Il y a un rapport à la philosophie qui est plutôt lié à l'actualité, qui peut avoir du sens, qui n'est pas du tout mon approche de la philosophie, mais qui en France est représenté par quelqu'un comme Michel Onfray, qui va avoir son avis sur Macron, les Gilets jaunes, etc., et qui peut trouver sa source déjà dans ce que pouvait faire Voltaire. Et puis il y a une autre forme de philosophie qui est plus celle qui me parle et qui est une manière de nous questionner sans cesse à neuf. Et là, je crois que oui, que c'est très aidant. Et je dirais, c'est particulièrement aidant en ce moment. Si ça intéresse certains d'entre vous, je publie presque tous les jours depuis le début du confinement en France quelques minutes de philosophie tous les jours, où j'essaie de montrer comment ça nous aide à penser, à mettre en question certaines choses. Et donc, je crois que la philosophie nous apprend à redevenir humains. Elle nous interroge dans notre humanité. Elle pose la question, mais au fond, qu'est-ce qui fait sens pour toi? Et donc, j'ai l'impression que c'est très aidant, parce que on est impliqué dans la question, on est pris dans la question. Vous voyez, si je vous demande qu'est-ce que c'est pour vous la liberté, c'est pas de donner une définition qui importe, c'est comment vous allez vous situer par rapport à ça. Tandis que si on dit voilà telle information, vous ne pouvez pas vous situer. C'est une information qui est extérieure. Tandis que là, vous vous situez par rapport à elle. Vous êtes interrogé. La philosophie, elle nous interroge, elle nous met en mouvement. Et je crois que ça, c'est vraiment extraordinairement précieux et libérateur. Merci Fabrice. Donc, on a commencé à parler de la philosophie. Je pense qu'on reviendra au moment des questions sur ce premier thème. Euh, Tu as été celui, je crois, qui a été précurseur dans le monde sur la méditation en France. C'est un terme qu'on emploie énormément aujourd'hui dans le monde moderne, qui arrive souvent comme une solution. Même nous, dans le monde de l'entreprise, on parle beaucoup de la méditation, des techniques de méditation, de l'importance de la méditation. J'ai cru t'entendre plusieurs fois recadrer quand même certaines définitions. Donc, pour toi, qu'est-ce que la méditation? Comment toi as-tu découvert cette méditation et quelles sont, d'après toi, des pratiques bénéfiques et saines autour de la méditation dans nos vies quotidiennes? Alors moi, j'ai découvert la méditation, j'avais 20 ans. Je faisais déjà mes études de philosophie. Le mot méditation, on le trouve en philosophie, chez Descartes, la méditation cartésienne. Et, et puis, il y a un texte d'Heidegger sur pensée méditante et pensée calculante. Et puis, j'ai un camarade qui me parle de méditation. Et donc, j'ai tenté, je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, je vais essayer de voir ce que c'est. Et à l'époque, j'étais un peu déçu de mes études de philosophie. Je trouvais que c'était un peu technique. Je n'arrivais pas à trouver ce passage à l'existence que je vous décris. J'avais l'impression que beaucoup de professeurs nous apprenaient à faire du Lego. On comprenait comment on construit le système de Kant, puis on le démonte, on le remonte. Je ne voyais pas très bien en quoi ça entre dans l'existence. Il m'a fallu beaucoup de travail et rencontrer beaucoup de différents professeurs pour revenir à cette origine socratique et lire autrement l'histoire de la philosophie.
Et donc, la méditation, ça m'a tout de suite plu. Puis j'ai eu la chance de rencontrer un neuroscientifique qui s'appelait Francisco Varela, qui était un type absolument génial, qui était un grand neuroscientifique, qui avait l'idée que pour comprendre le cerveau humain, ça serait vraiment intéressant de se tourner vers la méditation et en particulier vers la méditation, la tradition bouddhiste, en trouvant que en Occident, on étudie très bien les planètes en les regardant comme à la troisième personne, c'est-à-dire de manière objective, mais pour gagner notre propre esprit, ça vaudrait la peine de le regarder à la première personne, de l'examiner nous-mêmes, notre propre esprit, parce qu'on ne peut pas regarder exactement l'esprit comme on regarde un corps étranger. Et il trouvait que la méditation était une bonne manière d'explorer l'esprit humain. Et donc, j'ai beaucoup aimé parce que c'était clair, c'était rationnel, c'était simple. Et donc, je me suis engagé dans la méditation il y a une trentaine d'années. Et puis, il appartenait à une tradition euh, qui venait de la tradition tibétaine, mais dont les enseignants étaient aux États-Unis, ce qui m'a conduit à venir aux États-Unis et d'être formé à la méditation aux États-Unis. Et puis, il y a une quinzaine d'années, je me suis dit qu'on ne pouvait pas continuer à enseigner la méditation dans un cadre religieux, qu'il fallait le transmettre dans une manière laïque. Et à l'époque, particulièrement en France, ça semblait complètement bizarre. Il y avait vraiment une identification méditation et religieux et religion. Et moi, je croyais que ça empêchait la compréhension de la méditation, qu'au fond, c'est quelque chose de très ordinaire. Qu'est-ce que c'est méditer? C'est simplement apprendre à être présent, disponible, à l'écoute. C'est une manière d'être à l'écoute, d'écouter. Et, et donc, j'ai commencé à transmettre la méditation. Et peut-être il faut dire qu'est-ce que c'est la méditation. La méditation, c'est ça, c'est apprendre à écouter. Apprendre à écouter ce qu'on vit, apprendre à écouter ce qu'on est. Et là, on peut le faire en quelques secondes. Vous êtes assis et vous pouvez juste, là, pendant quelques secondes, juste peut-être sentir comment vous êtes assis sur votre chaise ou votre canapé, ou juste revenir à votre sensation corporelle, pour juste vous sentir un peu plus là. Vous entendez évidemment ce que je dis, mais vous sentez aussi un peu votre corps. Et puis peut-être vous pouvez sentir l'espace entre vous et l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone, sentir l'espace entre vous et lui. Et, et comme ça, vous redonnez un peu d'espace. Il faut donner un peu de présence et vous donner un peu d'espace, qui vous rend un peu plus disponible, qui va faire peut-être que votre écoute peut changer. Donc voilà un petit exercice tout simple. Vous voyez, ce n'est pas du tout compliqué. Ce qui est embêtant pour comprendre la méditation, c'est qu'on a beaucoup d'idées reçues. Une idée reçue, c'est que méditer, ça serait faire le vide dans la tête. Pas du tout. Méditer, c'est juste être présent à ce qui vient. Donc, ce n'est pas une technique de gestion du stress pour être encore plus performant. C'est une manière de et se mettre la pression pour réussir quelque chose. Non, c'est beaucoup plus simple. C'est juste profondément et simplement être à l'écoute de soi-même. Par exemple, en temps de confinement, on pense à appeler des gens qui sont seuls, on essaie de prendre de leurs nouvelles. Méditer, au fond, c'est s'appeler soi-même. C'est juste prendre un moment pour être en contact avec soi. Il se trouve après que la méditation en France a pris un virage que je trouve très gênant parce qu'elle tente de devenir une technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est-à-dire que c'est vraiment un instrument technique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réussir. Et je trouve que c'est très mécanique. Aux États-Unis, la situation est beaucoup plus ouverte parce qu'il y a des gens qui ont été beaucoup mieux formés. Et Jacques Hornfield, Sharon Salzberg, Pema Chodron, qui sont des gens il se trouve que par ailleurs, je suis éditeur, je suis leur éditeur, et que ces gens que je connais bien offrent un regard, une approche de la méditation bien plus profonde que ce qu'on peut trouver en général en France, parce qu'il y a beaucoup moins. C'est pas un évitement émotionnel. Je crois qu'un des grands problèmes de la méditation, comme elle est présentée en France, et du coup, on voudrait être calme, on voudrait faire le vide dans sa tête, et on ne voudrait pas sentir ce que l'on sent pour être calme. Mais plus vous voulez être calme, plus vous devenez fou. La meilleure manière de rendre les gens zen, c'est de leur dire soyez zen, parce que ça n'a pas de sens. Et par exemple, dans la situation actuelle, la méditation devrait être plutôt une occasion, si on fait un autre petit exercice,
de juste essayer de sentir ce qu'on éprouve. Et par exemple, vous pouvez prendre un moment pour juste dire, mais qu'est-ce que je sens là maintenant de temps en temps, avec le confinement, la crise, le nombre de morts et les menaces économiques, il y a de la panique qui vient. Méditer, c'est pas se dire il faut que je sois calme et ce que je sens, je ne devrais pas le sentir, ce qui serait au fond très violent. Non, méditer, c'est dire tiens, qu'est-ce que je sens. Et comme je parlais de l'image du coup de film que vous passez à vous-même, ah, qu'est-ce que tu sens. Et si vous appelez quelqu'un qui vous dit je suis au bout du rouleau, je suis déprimé, et vous lui dites ah ben non, là, tu es déprimé, ça ne m'intéresse pas, je raccroche, je t'appellerai quand il ira bien. Ça serait vraiment cruel. Et ben on est un peu cruel avec soi-même. Et la méditation, c'est pas dire il faut que tout aille bien, c'est juste essayer de prendre contact avec ce qui se passe, prendre la température de son propre état d'être. Et paradoxalement, ça soulage beaucoup mieux que d'essayer de se calmer. Il y a une question que je vois qu'on me pose sur le rapport avec la sophrologie. Euh, la question, c'est que les deux visant à se recentrer sur soi et prendre conscience qu'on est esprit et matière. Je dirais, en tout cas, ce n'est pas ça qui m'intéresse dans la méditation. Je ne pense pas que la méditation, c'est un exercice de prendre conscience. Vous savez, l'exercice que je vous ai fait faire, le premier, là, juste vous asseoir là où vous êtes, sentir l'espace autour de vous, je ne vous ai pas dit de prendre conscience. Je vous ai dit au contraire de vous incarner. J'ai l'impression que cette idée, en France, la méditation s'appelle pleine conscience. C'est une catastrophe. C'est un contresens extrêmement profond. Parce que quand tout ce qui rend heureux dans la vie, c'est pas d'être pleinement conscient, c'est de mettre la conscience un peu entre parenthèses pour trouver un sens de confiance plus grand. Par exemple, moi, j'aime beaucoup nager. Et si je nage en essayant d'être conscient des mouvements que je fais, je coule. Parce que vous ne pouvez pas être conscient. Vous êtes obligé de faire confiance dans votre corps parce que vous n'arrivez pas à être conscient à la fois du mouvement des jambes et des mains et des bras. Mais il y a quelque chose que votre corps sait, que votre corps connaît. Et j'expliquais ça il n'y a pas très longtemps. Et puis, il y a une sage-femme qui avait du mal à comprendre pourquoi j'étais aussi critique sur l'idée de pleine conscience. Puis elle me dit ah, mais ça y est, j'ai compris. Il y a des moments, il y a un coup de chaud dans mon service. Et là, il faut surtout que j'arrête de penser. Les choses s'enchaînent l'une après l'autre. Je ne sais pas comment je l'ai fait, mais je l'ai fait. Et c'est des moments magnifiques. Ben oui, c'est ça. On improvise, on est un avec la situation. Et la méditation, ça a à voir avec ça. De temps en temps, pour essayer de transmettre la méditation, j'ai souvent fait des exercices avec des musiciens. J'ai fait ça à l'Opéra Bastille pour le journal Le Monde, mais j'ai fait ça aussi pour pas mal de congrès pour des dirigeants d'entreprise. Il y a une amie qui est violoniste ou un pianiste qui joue. Je fais un petit exercice de méditation, un peu comme j'ai fait là, on s'assoit, on ne fait rien de spécial, on revient juste à son corps. Et puis, je les invite, les gens, à écouter la musique, non pas avec juste ses oreilles, mais avec tout son corps, à pas essayer de comprendre la musique, mais juste de la sentir. Et puis, la personne, le musicien, rejoue le même morceau. Et souvent, à l'étonnement de tous, ils n'entendent pas du tout la même chose. Ils entendent beaucoup mieux la deuxième fois. C'est presque, ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est transformé. Il y a même une fois une dame qui a dit, moi, je déteste le violon. Je trouve ça grince, ça me rappelle ma mère avec laquelle j'avais plein de problèmes. Et là, d'un seul coup, ça m'a bouleversé, j'avais les larmes aux yeux. Il ne s'est rien passé d'autre que on revient, on apprend à écouter. Et je crois que la méditation, c'est ça, c'est apprendre à écouter ce qu'on vit, à écouter le monde, à écouter ce qui se passe. Donc moi aussi, je dirais, ce n'est pas un exercice de pleine conscience, c'est un exercice où la conscience est entre parenthèses parce il y a plus de présence. Et puis, ce n'est pas un travail d'introspection parce qu'on n'est pas centré sur soi. On part de ce qu'on sent soi pour être en rapport au monde. Mais moi, si je médite, ce n'est pas pour me regarder le nombril, je ne m'intéresse pas beaucoup à moi-même. Mais je médite pour être plus à l'écoute de l'autre, à l'écoute des gens, à l'écoute du monde. Donc, je crois que c'est une discipline très, très, très forte. Donc, Fabrice, voilà ce que je peux on dire. va prendre des questions. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, tu parlais de la méditation pour en fait nous permettre de durer plus longtemps et jusqu'à ce qu'on vraiment on soit en burn-out ou tu vois, c'est vraiment l'optimisation de la personne humaine en tant que ressource. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler un petit peu de ce que tu as abordé dans Foutez-vous la paix? Je trouve que c'est un concept tellement important et peut-être pour nous aux États-Unis où souvent on vit pour travailler, tu vois, où le travail, la vie professionnelle prend une telle place. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, quelle est ta vision des choses quand tu parles de foutez-vous la paix? Alors, plusieurs choses.
J'ai essayé d'enseigner la méditation une fois à des dirigeants d'entreprise en leur expliquant un peu ce que j'ai expliqué là, que méditer, c'est pas réussir quelque chose, c'est prendre rendez-vous avec soi, c'est être à l'écoute de ce qui se passe. Et on passe, je leur fais faire des exercices, et à la fin, ils me disent, on n'a pas réussi. Je dis, mais qu'est-ce que vous n'avez pas réussi? Parce qu'il n'y a rien à réussir. On ne peut pas rater un coup de fil avec soi-même, on ne peut pas rater d'être à l'écoute de ce qui se passe. C'est quelque chose de tellement ordinaire. C'est comme une forme d'hygiène. Non, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à faire le vide dans notre tête. Je dis, mais je vous ai jamais dit qu'il y avait ça à faire. Et même, je suis mis un peu en colère, je dois avouer. Là, j'étais un peu énervé. Ce qui montre que c'est pas parce qu'on médite qu'on est zen. Méditer, c'est plutôt essayer d'apprendre à être humain que d'être zen. Et j'ai beaucoup réfléchi, parce qu'après, vous vous dites toujours, soit vous pensez que les gens n'ont rien compris, soit vous dites s'il y a un truc qui ne va pas. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi pourquoi ils ne comprenaient pas. Et j'ai compris. En fait, depuis l'enfance, on est quasiment formaté à devoir toujours réussir tout ce qu'on fait. Donc, on est dans une sorte de compétition constante. Et tout est fait dans cette perspective-là. Et c'est pas tenable. Et donc, je me suis dit, c'est pas tenable, d'abord. Il y a des choses dans lesquelles c'est bien, mais que tout soit pris dedans, ça nous rend fous. Et on voit qu'aujourd'hui, les nouvelles formes de souffrance ne sont pas du tout celles qu'on pensait il y a un siècle. C'est par exemple le burn-out qui est très révélateur d'une pression qui brûle les gens de l'intérieur. Nous sommes conduits à nous auto-exploiter. Et donc la méditation, c'est qu'un reflet de ça. La méditation, c'est une technique pour s'auto-exploiter davantage, pour maximaliser son capital bonheur, son capital santé, son capital. Et il faut qu'on gère son stress, comme on gère son compte en banque. Donc l'ordre économique, qui est très important dans l'ordre économique, n'a aucun sens dans l'ordre, ne devrait pas avoir sa place dans l'ordre émotionnel. On devrait gérer son compte en banque, gérer sa société et écouter ses émotions, transformer ses émotions, apaiser ses émotions. Donc là, il y a quelque chose qui devient... donc j'ai vu que le problème sur la méditation, ce problème social majeur, cette instrumentalisation de soi posait problème. Et c'est comme ça que m'est venu, en essayant un jour d'enseigner la méditation et en voyant que, quoi que je dise, les gens repartaient dans ce schéma, à quoi ça sert, comment ça va fonctionner, quel rendement ça va avoir, et que c'est ça qui empêche la créativité et la vraie efficacité. Et ça, il faudrait que peut-être qu'on parle de ça, parce qu'au fond, l'efficacité véritable, elle est coupée dans l'obsession, dans l'hystérie de l'efficacité. Là, c'est tout à fait, c'est très important de voir la différence. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de foutez-vous la paix. Et foutez-vous la paix, c'est devenu vraiment la manière dont moi je transmets la méditation, et plus largement euh, la manière dont je crois qu'on peut trouver une forme d'apaisement aujourd'hui, et une manière de se ressourcer. La seule chose qui est compliquée avec foutez-vous la paix, on comprend, mais la difficulté, c'est foutez-vous la paix, ça n'est pas lâcher prise, ça n'est pas renoncer, c'est autre chose. Et c'est ça qui est un peu compliqué. C'est pas lâcher prise, parce que si je suis en colère et vous me dites lâche prise, moi, je sais pas comment c'est pour vous, mais moi, ça m'énerve encore plus. Donc, foutez-vous la paix, c'est pas je ne devrais pas sentir la colère, mais c'est ah oui, je sens la colère, je me fous la paix. C'est ça qui m'arrive aujourd'hui. Donc, je commence à partir de ce qui est là, plutôt que de le rejeter, de vouloir le fuir. Et donc, ce n'est pas abandonner l'effort, c'est je lâche prise de la pression qui m'empêche d'agir de manière juste. C'est pas renoncer à être exigeant, foutez-vous la paix. C'est la seule possibilité d'être vraiment exigeant. Moi, je suis super actif, je cours toute la journée et la méditation m'aide à faire encore plus de choses. Et je trouve ça génial de faire plein de choses. Donc la méditation n'est pas là parce que j'ai envie d'être zen. Mais méditer, c'est être plus vivant. Et me foutre la paix, c'est ça, c'est entrer dans le mouvement de la vie, prendre un risque, garder un véritable enthousiasme. Mais c'est vraiment se libérer d'une forme d'injonction qui nous empêche d'être créatifs, d'être inventifs, d'être disponibles, d'être à l'écoute.
Et je crois que c'est ça qui est très important aujourd'hui. On a plusieurs questions sur ce thème-là. Est-ce que finalement, c'est pas plus facile à dire qu'à faire? Ah ben ça, Et c'est clair. Ça, c'est clair que c'est pas facile. Sinon, j'aurais pas écrit mon livre. C'est pour ça qu'il faut que vous lisiez mon livre. C'est sûr que c'est très compliqué. D'abord, ça demande déjà pas mal de temps d'arriver à comprendre qu'est-ce que ça veut dire se foutre la paix. On comprend, il se passe quelque chose quand on entend la phrase. C'est ça que j'aimais bien ce titre parce que foutez-vous la paix. Ah oui, là, je comprends. Là, je me mets tellement de pression que ça m'empêche d'être. Mais après, de vraiment l'intégrer dans sa vie et de voir ce que ça veut dire dans plein de situations, c'est pas du tout facile. Et pour dire la vérité, je suis tout le temps en train, moi, encore d'apprendre à comment me foutre davantage la paix, à comment. Et se foutre la paix, c'est peut-être revenir à un sens de confiance, d'arrêter de vouloir tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler. Donc, on devient fou à vouloir tout contrôler. Donc, il y a une dimension d'aventure, de risque inhérent à l'existence. Et foutez-vous la paix, vous voyez, c'est plutôt de ce côté-là. Ce qui surprend, parce qu'on a l'impression que la méditation, et je veux dire, c'est cette idée, soit je suis dans la pleine conscience, ce qui fait que Mathieu Ricard, de manière un peu amusante, explique que à ce moment-là, un serial killer va prendre la pleine conscience pour mieux tuer les gens. Donc, est-ce que c'est quand même pas ça qu'on voudrait? Et de l'autre côté, c'est être zen, comme une sorte de légume. Donc, c'est les deux malentendus profonds de ce qu'est la méditation et plus amplement l'idée de foutez-vous la paix. Ça, foutez-vous la paix, c'est cette aventure de revenir à la dimension d'existence profonde. Ça ne veut pas dire, encore une fois, renoncer à faire les choses, mais faire les choses parce qu'on en a envie, parce que ça nous correspond, parce que on le sent. Des fois, on est obligé de faire des choses, mais on est obligé, mais on le sent. Et il y a plein de moments où on a tellement intégré des injonctions extérieures qui ne nous correspondent plus, que ça finit par nous abîmer. Et donc, foutez-vous la paix, c'est pouvoir faire cette distinction. est-ce que tu trouves est-ce que tu penses qu'il y a des différences culturelles dans cette recherche de l'efficacité, de la réussite? Est-ce que c'est quelque chose qui est intuitif ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a appris, qui est inculqué et qu'on se retrouve avec pour bâtir des carrières, etc. Je ne pense pas que c'est culturel. Je pense que c'est historique. Je pense que le monde entier est pris aujourd'hui par une sorte de confusion qui nous fait croire, qui nous fait confondre ce que je disais tout à l'heure, l'efficacité de l'hystérie de l'efficacité. Je crois que ça prend aussi bien en Chine. Du reste, mon livre, il est traduit dans plus de 20 pays et il marche dans plein de pays, en Corée. Enfin, donc, je crois que ça parle à tout le monde, que tout le monde aujourd'hui est pris. Imaginez, prenons un exemple, quelqu'un est médecin. Euh, L'hystérie de l'efficacité, c'est vouloir qu'il y ait des machines tout le temps entre lui et le patient, qui contrôlent tout ce qu'il fait. Et au bout d'un moment, il n'a plus la place, plus le temps pour faire des diagnostics. Pour parler, une des discussions que j'ai avec beaucoup de médecins, et donc se foutre la paix pour eux, c'est revenir au sens profond de leur travail de médecin, de revenir à la relation qui joue un rôle si important. Et l'hystérie de la performance, c'est ce qui a conduit les hôpitaux en France, en tout cas, je ne connais pas comment c'est aux États-Unis, mais en France, à vouloir que tout rentre dans des tableaux Excel et vouloir mesurer l'efficacité d'un infirmier. Mais et considérant que la qualité de présence, la manière dont il parle aux gens, la qualité d'écoute ne compte pour rien parce qu'on comptait juste le nombre d'actes que la personne fait dans une journée. C'est pas un progrès. C'est pas et ça conduit aujourd'hui à la situation catastrophique qu'on a en France. Et au fond, enfin, c'est juste effroyable ce qui se passe en France, juste parce qu'on a bousillé l'hôpital en pensant qu'on était efficace et rationnel. On était juste irrationnel. Donc, à l'arrière-plan de beaucoup de choses que j'essaye de questionner, et là, c'est tout autant le méditant que le philosophe, c'est comment, au nom d'une prétendue rationalité, on devient complètement irrationnel. Moi, j'enseigne la méditation au sein de l'école occidentale de méditation de manière bénévole. Mon métier, c'est d'être éditeur. Régulièrement, il y a des contrôleurs de gestion qui me demandent qu'est-ce qui va marcher l'année prochaine. Mais moi, mon métier, pourquoi je suis payé, c'est parce que je ne sais pas ce qui va marcher l'année prochaine.
Ils me disent, mais comment, il faut que ça rentre dans des cases. Je dis, mais moi, mon métier, c'est de lire un texte et de me dire, je vais apprendre un truc nouveau que j'avais jamais, qui me surprend, et ce livre-là, il va marcher parce que je sens, je ne pouvais pas, tous les livres qui ont marché, que j'ai publiés, je ne pouvais pas savoir avant de les lire que ça allait marcher. Je ne peux pas savoir avant, mais dans mon travail, c'est d'être bouleversé par un livre, sentir qu'il parle à quelque chose de profond et qui va toucher les gens. Vous voyez, c'est exactement le contraire. Et Est-ce donc, il y a une forme de rationalisme qui devient irrationnelle. ce que tu dis, Fabrice, c'est qu'en fait, on arrive dans des dynamiques qui sont tellement focalisées sur l'efficacité qu'on finit par perdre la raison dans notre vie quotidienne et dans nos décisions, dans nos choix. Pour être efficace, il faut prendre ensemble un grand nombre de paramètres. L'hystérie de l'efficacité veut tout réduire à un ou deux paramètres. Elle méconnaît complètement la complexité du réel. Or, simplifier le réel n'est pas rationnel. La rationalité implique de comprendre le réel dans sa complexité et dans sa dimension imprévisible. Deuxièmement, on met une pression folle en pensant que plus la pression est forte, plus on va être efficace. C'est absolument faux. On est efficace parce on est disponible, parce qu'on laisse venir des nouvelles idées, parce qu'on fait des rencontres. Et au fond, si on était honnête, chacun d'entre nous, les moments les plus créatifs, c'est souvent quand on dort, quand on se réveille d'un seul coup, on a une idée, on se promène, on parle avec quelqu'un. Et c'est des moments qui sont extraordinairement créatifs. Donc, c'est tout ça qu'il faut essayer de retrouver le sens de notre humanité, le sens de pourquoi on fait les choses, le sens du lien. Et je crois que ce qui nous menace, oui, c'est ce que j'appelle cette sorte d'hystérie. C'est une hystérie parce qu'on est pris collectivement dedans et ça n'est pas juste. Quel conseil as-tu pour ceux et celles qui veulent commencer à inclure la philosophie dans leur vie de tous les jours et qui n'ont absolument aucune idée de par où commencer? Ah ben, je pense que un peu idiot de dire ça, mais commencez par écouter mes chroniques que j'ai fait à France Culture. Elles sont disponibles sur mon site, elles sont disponibles sur le site de France Culture. Ça dure 3 minutes. Et puis là, vous aurez des choses qui vous parlent. Donc, je crois que ça, c'est un bon. Puis vous pouvez voir, je publie en ce moment pas mal de vidéos, comme je disais tout à l'heure, tous les jours. Et j'essaie de faire des vidéos un peu en rapport à la situation de pandémie actuelle. Donc, ça peut être un bon commencement. Et si vous êtes plus ambitieux, peut-être lisez un des dialogues de Platon. Voilà, si vous voulez, lisez le Phèdre, lisez le banquet de Platon. C'est des textes tellement magnifiques. Puisque la philosophie nous concerne profondément, est-ce qu'elle devient alors vraiment concrète? Oui, On a cette question, juste pour dire bonjour, du professeur Dethié-Sarr, donc qu'on connaît bien dans notre communauté, dans notre circonscription. Donc, bonjour, monsieur le professeur Dethié-Sarr. Et donc, effectivement, notamment par rapport à des plus jeunes ou à des élèves, Fabrice, toi, comment tu ferais partager qu'en fait, effectivement, la philosophie, c'est pas quelque chose d'abstrait? c'est évident qu'il y a un passage. Alors, vous verrez, si ceux qui écouteront les 3 minutes de philosophie, j'ai choisi des phrases souvent un peu surprenantes, un peu déstabilisantes. La philosophie est d'abord un choc, d'abord une provocation. Socrate, il vient, les gens, enfin, les Athéniens, ils l'ont mis à mort, Socrate. Donc, c'est un emmerdeur. Les philosophes sont des emmerdeurs. Ils viennent et on était tranquille et on n'est plus tranquille. Mais la philosophie, c'est pas abstrait, c'est concret, mais c'est emmerdant parce qu'on est déplacé, parce qu'on est questionné, parce que ça peut pas être comme ça habituellement. Donc j'essaierai, les élèves, il faut arriver à qu'ils acceptent ce passage. C'est pas si évident. Moi, quand j'étais prof de philo, j'étais prof quelques années, mon premier cours, c'était la philosophie ne sert à rien. Parce que c'était, comme j'avais remarqué après la première année, que sans arrêt, ils disaient ah ouais, mais vous, votre truc, ça sert à rien, alors que les autres matières, c'est concret. Et non, ça sert à rien. Donc, je commence à dire ça sert à rien. Mais est-ce que l'amour, ça sert à quelque chose? Est-ce que la relation à l'autre, ça sert à quelque chose? Et j'essaie de montrer ainsi que peut-être tout ce qui est essentiel ne sert à rien, qu'il y a une différence entre ce qui est utile et ce qui est important. Mais j'essayais de partir de la provocation pour arriver à leur faire le mouvement. Alors, c'est pas pareil avec des adolescents qu'avec des adultes. Pour les adultes, je pense que les adultes qui ont un certain âge, et on sent bien
qu'on qu'on fonctionne, mais qu'on est coupé de quelque chose qui nous appelle au plus profond de nous, de notre existence, de ce qui nous appelle. Et je crois que la philosophie, là, elle vient comme une source profonde qui remet du sens, qui remet de l'engagement, qui remet de la liberté. Donc je crois que c'est plus c'est dans un point de vue plus facile pour les adultes que pour les adolescents, qui sont un peu déconcertés par le fait qu'à première vue, ça semble inutile. Voilà, disons, ce que je peux dire comme ça un peu, un peu rapidement, mais oui, il y a une provocation de la philosophie. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Socrate, il vient dire à tous les gens qui croient savoir qu'ils savent rien. Donc le philosophe aujourd'hui viendrait et il dirait à nos experts, vous savez rien. Et une grande question aujourd'hui, par exemple, que pourrait dire le philosophe à tous les hommes politiques, je connais mieux la situation en France, mais par exemple, comment se fait-il que les politiques aujourd'hui, enfin, comment se fait-il que le gouvernement français justifie toutes ces décisions parce que disent les scientifiques, alors que la décision politique ne peut pas être une décision scientifique, que le temps de la science est un temps qui est très long, que c'est important de tenir compte de ce que dit la science. Et la science, en plus, on ne sait rien sur le Covid-19. Mais il y a aussi une dimension politique qu'il faut assumer. Aristote, et au fond, tout un courant, tout le sens de la philosophie, c'est distinguer quand même de la politique qui doit viser le bien commun, qui doit viser le fait d'être ensemble. Et donc là, moi, je suis étonné, par exemple, si vous écoutez la différence entre le discours de Merkel, la reine d'Angleterre et Macron, c'est frappant. Que je trouve que voilà des questions que peut poser le philosophe. Donc, vous voyez, c'est pas concret parce que ça dit rien. Et en même temps, qu'est-ce qui est plus concret que ces questions-là qui nous concernent, mais absolument. Alors que, comme je dis, vous écoutez les informations, ça a l'air concret, mais ça ne vous concerne pas. Donc voilà, disons ce que je pourrais essayer de dire de l'enflammement de la philosophie. Mais peut-être aussi une autre chose qu'on pourrait dire sur la philosophie, c'est l'exigence de lucidité. Moi, la philosophie est à l'antipode de toutes les manières dont on voudrait qu'on tout soit positif, qu'on nous mette de la crème, que tout soit bien, qu'on soit tout le temps souriant. La philosophie, elle pense que ce qui peut aider les gens, c'est la vérité. Et Germaine de Gaulle raconte que quand elle était en camp de concentration, elle a été aidée parce que Tillion, quand ils sont arrivés, Tillion lui a raconté la structure du camp de concentration d'un point de vue presque sociologique. C'était extraordinairement violent, mais elle a expliqué ce qu'on ne voyait pas, quel était le sens et le fonctionnement du camp de concentration. Et je trouve que c'est très fort de penser à ça, de penser que Geneviève de Gaulle raconte que c'est ça qui lui a permis de survivre. Ce n'est pas des consolations ou des réconforts, c'est de l'exposer, même brutalement, à la vérité de la situation et comment on pouvait faire pour survivre. Et voilà, et la philosophie, c'est ça, ça nous déniaise très radicalement. Et je crois que que ça fait beaucoup de bien, que on a besoin de ça. En tout cas, après moi, je peux que témoigner pour moi. Moi, je dois dire que dans cette période de confinement, qui dure depuis plus longtemps que vous, la philosophie a joué un rôle mais essentiel pour moi. J'ai lu beaucoup plus de philo ces derniers temps que depuis des années. Puisque je suis confiné, je ne fais plus que ça et je sens que ça me libère, que ça me donne de la force, que je trouve une force et une espérance plus forte. Que le bavardage qu'on j'entends tellement souvent à la radio ou les bons sentiments qui m'épuisent et qui ne nous permettent pas d'aller mieux. Ce qui permet d'aller mieux, c'est de faire l'expérience de ce qu'on a. Donc, vous voyez le point commun entre la méditation et la philosophie. Du point de vue de la méditation, comment j'essaye de travailler avec la peur, l'angoisse, le chagrin, c'est d'essayer d'entrer en rapport avec ça de manière honnête. Et en philosophie, c'est aussi d'apprendre à regarder ce qui se passe. Et on peut dire la philosophie, c'est peut-être ça, c'est apprendre à voir. Et ce que disent les philosophes, qui surprend beaucoup les gens, c'est qu'on ne voit pas comme ça. Que la plupart du temps, on n'y voit rien. On est prisonnier par nos peurs, par les projections, par l'opinion générale, et que la philosophie, c'est la passion de voir.
Est-ce que tu peux toucher un peu sur le sentiment de solidarité qu'on a pu éprouver au début de la pandémie, quand on a commencé à réaliser l'ampleur que ça allait prendre, et puis tout de suite après, le sentiment de désorientation qu'on a peut-être même jusqu'aujourd'hui, chaque jour, sans savoir vraiment où on va, comment ça va se passer, ce qui se passe. Je bouge parce que je cherche un texte. J'espère que je vais pouvoir vous… mince, non, je n'ai pas retrouvé comme ça. Excuse-moi, donc du coup, je suis un peu perdu. Est-ce que tu peux me reposer la question? Est-ce que je cherchais du coup un texte pour te répondre sur le sentiment de solidarité? Sentiment de solidarité, et puis après, le sentiment de désorientation. Euh, Pas savoir ce qui va se passer, où on en est, ce qui se passe vraiment. D'abord, la désorientation, on ne peut rien faire. C'est comme ça, on est désorienté. Donc, il faut essayer d'assumer qu'on est désorienté, je dirais. C'est vraiment la question essentielle. On est désorienté et on ne sait pas comment on habite l'incertitude. Et au fond, je crois que le plus grand danger, ça serait de faire semblant qu'on n'est pas dans l'incertitude. Et c'est poignant. Et je crois que c'est poignant, difficile. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important. Moi, je n'ai pas, parce que je médite ou que je m'intéresse à la philosophie, une baguette magique qui fait que d'un seul coup, on ne sent plus l'incertitude. Et si je faisais ça, je serais dangereux, parce que c'est important d'entrer en rapport au réel. Et c'est en entrant en rapport à l'incertitude pleinement que de nouveaux possibles vont émerger. Il y a une phrase d'Hannah Arendt, je ne sais pas si je vais la retrouver. Il y a une phrase d'Hannah Arendt, je ne retrouve rien dans ce… Il y a une phrase d'Hannah Arendt qui dit que une crise ne devient catastrophique que si nous y répondons par des idées toutes faites, c'est-à-dire par des préjugés. Ça, je crois que ça, c'est vraiment le point clé pour nous aujourd'hui. Si on veut faire face à la crise, la seule chose qui importe, c'est de laisser tomber nos idées reçues pour inventer de nouveaux possibles. Et ce n'est pas facile. C'est désarmant, ça demande un désarroi, mais passer par le désarroi donne la possibilité de trouver de nouvelles possibilités. Ça, moi, je m'occupe de l'école occidentale de méditation. On organise des séminaires, on ne peut plus organiser des séminaires, c'est la catastrophe. Il y a un moment, j'étais vraiment, comment je vais faire? En plus, moi, je suis bénévole, mais on a des salariés. Je me dis, mais comment je vais faire? Et c'est en faisant pleinement l'épreuve de la catastrophe que peu à peu, j'essaye, on verra si ça marche, de trouver de nouvelles solutions. On ne peut pas trouver de nouvelles solutions si on ne voit pas l'incertitude, si on ne fait pas l'expérience de la difficulté. Quant à la solidarité, c'est la question centrale. La question majeure, c'est comment on est solidaire, par où on apprend à être solidaire. Et au fond, c'est pour ça que j'ai répondu présent quand vous m'avez demandé de faire ce webinaire, parce que vous essayez d'être solidaire en vous rassemblant ensemble pour essayer de faire quelque chose ensemble. Et je crois qu'être solidaire, c'est inventer là où on est. Et je ne vais pas, moi, prétendre que je suis solidaire en faisant des choses que je ne sais pas faire. Mais chacun là où il est peut faire des choses qui ouvrent à une solidarité. Et être solidaire, c'est pas fuir l'expérience d'être soi. On est soi, et je crois que c'est ça qui est central dans l'expérience de… quelqu'un écrit solidaire dans la solitude, et c'est très juste. Mais en un sens très profond, habiter la solitude, c'est une tâche très importante pour l'être humain. Et donc, la solitude, ce n'est pas l'isolement. La solitude, c'est pouvoir, comme disait Rilke, être un monde pour l'autre et pour les autres. Et dans la solitude, on peut trouver la force d'être solidaire. Et je crois qu'on ne peut pas être solidaire si on ne fait pas l'expérience de la solitude. Je crois que comme les gens ont beaucoup de mal aujourd'hui à faire l'expérience de la solitude, on a beaucoup de mal à préserver des vraies solidarités. Fabrice, merci de ce temps que tu nous as accordé, des questions auxquelles tu as bien voulu répondre, et justement d'avoir répondu présent à notre appel, de ta solidarité, de ce moment de partage. Juste une dernière Bien question que je sûr. vois de Caroline. Par désorientation, elle dit le sens de la perte du temps, de ce que représente le temps.
on dirait que les heures s'allongent. Là, je peux juste donner un conseil. Si jamais vous êtes confiné, que vous vous sentez perdu, que vous sentez que le temps s'allonge, que vous ne savez plus quoi faire, c'est très important de trouver un rythme et des rites que vous inventez. C'est important d'avoir un emploi du temps. Ça semble complètement idiot, mais c'est important. À tel moment, je fais telle chose. À tel moment, je fais telle chose. Et si vous êtes confiné à plusieurs, c'est important de trouver des moments où chacun est seul et des moments où vous vous retrouvez en inventant des choses. Par exemple, si vous êtes en famille, peut-être lire un poème le soir. J'ai des amis qui font ça. Au début, leurs enfants ont dit « mais c'est tellement ringard ton truc, je ne veux pas ». Et puis finalement, ils ont pris goût parce que c'est un moment de partage et d'intimité. Et paradoxalement, dans ce temps où le temps s'allonge, où on est confiné, on perd le rapport d'intimité. On est sur les uns sur les autres et donc c'est important. Il y a des moments où on fait des choses ensemble, il y a des moments où on est seul, et il y a des moments où il faut retrouver un moment de partage. Ça peut être lire un poème, ça peut être un exercice que j'aime bien de la psychologie positive, de dire 3 choses qui vous ont touché dans la journée. Chacun, un tour de rôle, dit 3 choses qui vous ont touché dans la journée. Donc, je dirais quand même, de point de vue très concret, les 2 conseils que je peux donner, c'est avoir un emploi du temps ou avoir des points de repère dans la journée, avoir des points de repère dans la semaine, et puis trouver des manières de retrouver un sens d'intimité, parce que paradoxalement, c'est ça qu'on peut facilement perdre. On peut même, pour ceux qui sont confinés à plusieurs, on peut même finir par se taper sur les nerfs. Moi, la première chose que j'ai pensé quand j'ai vu le confinement, c'était le risque de violence, au cœur des familles. Et effectivement, ça a explosé. Parce que ça demande beaucoup d'attention de trouver un rapport juste au temps, à soi, aux autres et au monde. Voilà, là j'ai fini, mais comme ça j'ai répondu à la dernière question. Fabrice, merci à toi vraiment d'avoir pris ce temps, d'avoir été avec nous. On vous remercie chacune et chacun de votre temps, de nous avoir rejoints. C'était un grand plaisir de partager ça ensemble. Et vous aurons ce webinaire de disponible évidemment par vidéo. Prenez bien soin des uns, des autres, prenez soin de vos proches. Nous vous disons à très bientôt. Et Fabrice, encore merci beaucoup à toi. Et je te dis à bientôt et je te remercie encore de ce magnifique moment passé ensemble. Merci à chacune, merci à chacun. Merci à toi Fabrice. À très bientôt. À bientôt. Salut.